Le cerveau de l'enfant est une merveille de la nature. Il grandit, se structure, apprend en permanence, s'adapte à chaque expérience vécue. Mais cette incroyable plasticité a un revers, une extrême sensibilité à l'environnement. Chaque mot, chaque geste, chaque ton de voix influence la manière dont le cerveau se développe. Souvent, les adultes reproduisent des comportements qu'ils ont eux-mêmes reçus, sans se douter qu'ils sont inadaptés au fonctionnement neurologique d'un enfant. Ce n'est pas un manque d'amour ni d'intention bienveillante, mais simplement un manque de compréhension. On confond l'obéissance avec la sécurité intérieure, la discipline avec la peur, la fermeté avec la rigidité. Le but n'est pas de culpabiliser. La culpabilité n'aide personne à grandir. L'idée est plutôt d'ouvrir les yeux sur des mécanismes très simples du cerveau de l'enfant, afin d'ajuster nos gestes et nos mots à ce qu'il peut réellement comprendre et intégrer. Voici donc cette chose que le cerveau de l'enfant déteste, souvent sans que nous en ayons conscience. Cette attitude qui perturbe son équilibre émotionnel et cognitif, mais que l'on peut transformer en autant d'occasions d'apprentissage et de liens. Et si tu veux aller plus loin sur le sujet, je te recommande vivement de lire ou d'écouter des livres qui nourrissent vraiment la réflexion. Grâce à Kindle et Audible, tu peux découvrir des milliers de ouvrages et audiobooks inspirants, où que tu sois. En plus, tu peux commencer avec un essai gratuit pour découvrir ce qui te parle le plus. Les liens sont juste en description, et en passant par eux, tu soutiens directement la chaîne. Merci infiniment pour ton soutien et ta curiosité. Les cris et les tons menaçants. Un ton élevé, une voix qui claque, un mot trop fort, autant d'éléments que le cerveau d'un enfant interprète comme une menace. Chez lui, les circuits de la peur sont encore immatures, ce qui rend ses réactions plus intenses. Quand un adulte crie, le cerveau de l'enfant déclenche immédiatement un mécanisme de défense. Son amygdale, centre de gestion des émotions, envoie un signal d'alerte à tout le corps. Le rythme cardiaque augmente, les muscles se tendent, la respiration se bloque. À cet instant, le cerveau rationnel est celui qui comprend, qui raisonne et qui apprend cesse de fonctionner correctement. L'enfant n'écoute plus. Il se protège. Soit il se fige, soit il s'oppose, soit il fuit. Ces réactions ne sont pas de la désobéissance, mais des réflexes archaïques. Ce que l'adulte vit comme un simple recadrage est, pour l'enfant, une véritable agression sensorielle. Le problème des cris n'est pas seulement leur violence émotionnelle. À long terme, ils abîment le lien de confiance. L'enfant apprend à anticiper la peur plutôt qu'à comprendre les règles. Il obéit par crainte et non par conviction. Et un enfant qui agit par peur ne développe pas son autonomie ni son sens de la responsabilité. La fermeté peut parfaitement exister sans dureté. Parler d'une voix calme et assurée, poser des limites avec cohérence, expliquer les conséquences plutôt que d'imposer la peur, tout cela permet au cerveau de rester disponible pour apprendre. L'autorité ne réside pas dans le volume sonore, mais dans la stabilité et la cohérence du message. Le manque de repères clairs. Le cerveau de l'enfant a besoin de prévisibilité. Contrairement à l'adulte, il n'a pas encore acquis la capacité d'anticiper ni de relativiser. Pour se sentir en sécurité, il doit pouvoir comprendre comment le monde fonctionne autour de lui. Lorsqu'un parent change fréquemment les règles, accorde aujourd'hui ce qu'il interdit demain, ou se montre incohérent selon son humeur, l'enfant perd ses repères. Il ne sait plus ce qui est attendu, ni comment se comporter. Cette instabilité engendre une tension interne constante, qui peut se traduire par de l'agitation, de l'opposition ou au contraire un repli. Ce ne sont pas des caprices, mais des signes d'insécurité. Un cadre clair, posé avec constance, rassure le cerveau de l'enfant. Il lui permet de comprendre les limites de manière concrète, et donc de s'y conformer plus facilement. Ces repères doivent être simples, cohérents et stables. Ils ne doivent pas dépendre de l'humeur du parent, mais de valeurs constantes. Un enfant n'a pas besoin d'un contrôle permanent, mais d'un environnement prévisible. Quand il sait que la règle ne change pas d'un jour à l'autre, il peut se détendre, explorer, apprendre et grandir en confiance. Le cadre devient alors un soutien, non une contrainte. L'humiliation et les comparaisons. Le cerveau de l'enfant est un organe relationnel. Il se développe au contact des autres, à travers le regard et les paroles de ceux qui comptent pour lui. Lorsqu'un enfant est comparé, rabaissé ou humilié,
ce ne sont pas seulement ses émotions qui sont baissées, c'est son identité qui est fragilisée. Les études en neurosciences ont montré que la douleur sociale et celle du rejet, de la honte ou de l'humiliation activent les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Autrement dit, les mots peuvent faire aussi mal qu'un coup. Les phrases comme « tu es nul »,« regarde ton frère, lui il y arrive »,« tu me déçois » laissent une empreinte durable. Le cerveau enregistre ces messages comme des vérités sur soi. Et à force, ils deviennent une croyance profonde, « je ne suis pas à la hauteur ». L'enfant n'a pas besoin d'être comparé pour avancer. Il a besoin d'être accompagné. Valoriser ses efforts, reconnaître ses émotions, encourager ses progrès, même minimes, nourrit sa motivation intérieure. Cela ne veut pas dire tout accepter, mais poser les limites sans atteinte à la dignité. L'humiliation détruit la confiance, alors que la reconnaissance construit l'estime de soi. Et un enfant qui se sent digne d'amour est beaucoup plus enclin à écouter, à coopérer et à apprendre. Le stress et la précipitation. Le rythme de vie moderne impose souvent aux enfants une cadence qui dépasse leurs capacités neurologiques. Pressés le matin, sollicités toute la journée, surstimulés le soir, ils vivent dans un état de tension chronique. Pourtant, leur cerveau a besoin de lenteur pour intégrer, pour réfléchir, pour sentir ce qu'il vit. Lorsque l'adulte répète « dépêche-toi, vite, on est en retard », il active en le cerveau de l'enfant les circuits du stress. Ces circuits, s'ils sont trop souvent sollicités, perturbent la concentration, la mémoire et la régulation émotionnelle. Un enfant pressé apprend à agir vite, mais pas à agir bien. Il réagit plus qu'il ne choisit. Il fait pour faire, non pour comprendre. Le stress répété ne rend pas les enfants plus efficaces, mais plus nerveux, plus distraits et parfois plus opposants. Instaurer des transitions calmes, anticiper, simplifier les routines, c'est offrir au cerveau un espace pour souffler. Quelques minutes de lenteur le matin ou avant le coucher sont bien plus bénéfiques que des heures de stimulation. L'enfant apprend mieux dans la sérénité que dans l'urgence. Le manque d'écoute et de reconnaissance. Être entendu est un besoin fondamental. Le cerveau de l'enfant, encore immature sur le plan émotionnel, cherche constamment des signes de validation extérieure pour comprendre ses ressentis. Quand l'adulte ignore, minimise ou ridiculise ses émotions, il envoie le message implicite que ses ressentis ne valent rien. Dire à un enfant ce n'est pas grave, arrête de pleurer, ou ce n'est pas une raison pour te mettre dans cet état revient à nier sa réalité intérieure. À long terme, l'enfant apprend à ne plus exprimer ce qu'il ressent. Il garde pour lui la colère, la peur, la tristesse, jusqu'à ne plus savoir les reconnaître. Écouter, ce n'est pas tout accepter. C'est simplement accueillir ce que l'autre vit. Dire « je vois que tu es triste », je comprends que cela te mette en colère aide le cerveau à apaiser la tension émotionnelle. Nommer les émotions, c'est déjà les réguler. Un enfant écouté devient un adulte capable d'écoute. Un enfant reconnu développe une image de soi solide. Il n'a pas besoin d'avoir toujours raison, mais de sentir que sa voix compte. Les contradictions entre paroles et actes. Les enfants apprennent davantage par imitation que par explication. Leur cerveau observe, copie, reproduit. Si le parent dit « je suis calme » en criant, ou « je t'écoute » sans lever les yeux de son téléphone, le cerveau retient les actes, non les mots. Cette incohérence entre le discours et le comportement crée une confusion cognitive. L'enfant ne sait plus quel message suivre. À long terme, cela peut éroder la confiance, celle qu'il accorde à l'adulte, mais aussi celle qu'il aura plus tard envers ses propres ressentis. Être cohérent ne signifie pas être parfait. Cela veut dire reconnaître ses erreurs. Dire « je me suis emporté, je regrette » est un acte éducatif en soi. Cela montre que l'adulte assume ses émotions, qu'il est capable de réparation. La cohérence crée un sentiment de sécurité. Elle permet à l'enfant de comprendre que les paroles ont un sens et que les engagements sont fiables. C'est l'un des piliers de la confiance mutuelle. Le manque de lien affectif et d'attention. Le lien est le besoin vital le plus fondamental du cerveau humain. Avant même la faim ou le sommeil, le bébé cherche la présence de l'autre. Ce besoin ne disparaît pas en grandissant. Un enfant qui se sent aimé, regardé et soutenu développe un cerveau plus stable, plus curieux, plus confiant. Lorsque les liens affectifs manquent, le cerveau de l'enfant active des mécanismes de protection. Il se coupe, se désintéresse, s'isole ou, au contraire,
cherche désespérément attention par des comportements inadaptés. Derrière la provocation se cache souvent une demande de connexion. Offrir du lien ne demande pas des heures. Quelques minutes de présence véritable, un regard attentif, une parole bienveillante suffisent à nourrir ce besoin. L'amour ne se mesure pas au temps passé, mais à la qualité de l'attention donnée. Un enfant entouré d'affection apprend à réguler ses émotions, à coopérer et à faire confiance au monde. Le lien affectif est la base de tout apprentissage, de toute croissance, de toute relation.